à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de l'UFC Paris qui approche à grands pas. Ça passe très vite. Vous le savez, l'organisation pose ses valises en France pour la première fois de son histoire. C'est un événement historique dont on va parler avec Michael Lebou, qui est un combattant très expérimenté, qui compte d'ailleurs lui-même 3 apparitions à l'UFC dans sa carrière. En plus de cela, vous le connaissez, hein, Michael, il n'a pas sa langue dans sa poche si vous le suivez via la chaîne YouTube AB Show. Salut Michael, comment tu vas? Bah salut, ça va, très bien. Et toi? Ça va très bien, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. J'ai hâte d'entendre tes réponses à mes nombreuses questions. On va commencer, si tu le veux bien Michael, par te poser la question concernant ton avis direct sur cette UFC Paris, ton ressenti plutôt en tant que combattant de MMA français, toi qui en plus de cela pratiquais le MMA depuis un certain nombre d'années à l'époque où la discipline n'était même pas encore légalisée dans l'Hexagone. Bref, c'est quoi ton état d'esprit à quelques jours avant cette UFC Paris? Bah l'état d'esprit, je suis content de voir l'UFC arriver à Paris. Voilà, je pense que c'est la première chose, il faut se réjouir. Aujourd'hui, on voit que le MMA, ça prend un essor tout particulier en France. On voit aujourd'hui qu'on a des fans qui sont quand même de plus en plus investis dans le monde du MMA et on le voit pas seulement. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a les fans UFC qui sont là depuis assez longtemps, qui regardent le MMA et je dirais même, c'est même pas des fans de MMA, c'est vraiment des fans de l'UFC. Et sauf qu'aujourd'hui, avec la légalisation du MMA, on retrouve des fans, un autre type de fans, des fans qui sont vraiment axés MMA. Là, on le voit de plus en plus avec le RS. On voit qu'il y a un engouement particulier du public sur certains combats. Je pense notamment au combat d'Amin Ayoub contre Damien Lapillus qui a fait beaucoup parler. On attendait avec impatience, là, c'était le combat de William Gomis contre Aliuna Haï, qui, pareil, on attendait avec beaucoup d'impatience. Il y a eu le combat Karla Moussou contre Abdul. Donc, pour tous ceux qui suivent un peu le MMA en France, on voit aujourd'hui, avec l'arrivée de la légalisation, un public. Aujourd'hui, l'idée, c'est, je pense, pour tous, c'est qu'on doit se réjouir de ce que l'UFC va apporter parce que c'est le moyen de convertir les fans de l'UFC au monde du MMA et donc aux organisations mineures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les athlètes, on les voit à leur meilleur niveau à l'UFC, mais avant ça, ils ont évolué dans ces organisations. Et je pense que c'est intéressant et que le public s'intéresse à ça parce que derrière, ils vont pouvoir suivre l'évolution, suivre l'histoire et suivre un peu les coulisses du MMA parce qu'ils en seront bien plus sur le combattant s'ils les suivent en amont que s'ils arrivent directement quand ils sont à l'UFC. C'est super intéressant ce que tu dis. Je suis sûr que les fans et les personnes qui vont regarder cette vidéo seront également très intéressés par un combat là qui s'est officialisé récemment. Vous voyez où je vais en venir. Michael Lebou contre Carla Moussou au mois de décembre. Ce sera l'arrêt. Je suis sûr que tout le monde aura les yeux rivés vers ce combat-là. En tout cas, cette UFC Paris, Michael a connu quand même énormément de rebondissements. Celui qui a fait, je pense, le plus parler de lui sur les réseaux sociaux, en tout cas, bah, c'est l'absence de Cédric Doumbé, le multiple champion du monde du Glory Kickboxing qui devait, parce que ça n'a jamais été vraiment officialisé, mais normalement il devait selon toute vraisemblance affronter Darian Wicks le 3 septembre. Finalement il ne sera malheureusement même pas du tout sur la carte. Malgré ces seulement 2 combats pro de MMA, c'est vrai que les fans attendaient avec beaucoup d'impatience les débuts de Cédric Doumbé à l'UFC. Et c'est normal parce que c'est quelqu'un qui, dans le monde du sport, a quand même marqué son histoire. En kickboxing, pour moi, c'est ce qui se fait le mieux en France, c'est ce qui même s'est jamais fait en France. Et au niveau mondial, je suis pas sûr enfin, que d'autres aient fait ce qu'il a fait. Donc, faut lui rendre ça. Après, dans le monde du MMA, si aujourd'hui l'UFC lui a ouvert en grand les portes, c'est justement parce qu'il a eu cette carrière en kickboxing. On le sait, nous en France, le MMA arrive après beaucoup de discussions. Donc, on va dire que la fédération a mis en place certaines règles qui sont pas forcément, qui vont plus loin que dans certains pays, et notamment avec ces différences de combat. Donc, c'est ce qui expliquait pourquoi Cédric ne pouvait pas combattre sur la carte, en partie puisqu'apparemment, il y aurait eu d'autres raisons, et notamment médicales. Mais ça lui appartiendra un jour de dire ce qui se passe. Maintenant, le fait qu'il soit pas sur la carte, pour moi, qui suis fan de MMA et du point de vue technique, tactique, et pas fan de combat, c'est pas le combat qui me chagrine le plus.
Dans les désistements, si je dois citer un combattant qui m'attriste de ne pas le voir briller, ne serait-ce que pour sa carrière, ses performances et la qualité du show qu'il aurait pu nous proposer, c'est bien Taylor Lapillus. Parce que effectivement, lui, c'est un ancien du MMA. Lui, c'est quelqu'un qui, on sait pratiquer le MMA au plus haut niveau. Et on sait qu'à chaque apparition qu'il fait, il y a une performance derrière. L'une des autres absences qui a fait énormément de bruit, c'est celle d'Abdul Abdouragimov, bien évidemment, le champion des poids welter de l'ARES, qui, selon moi, et je suis sûr que tu seras d'accord avec moi, Michael, mais avait vraiment absolument tout pour faire partie de cette UFC Paris. Le Lazy King est certainement l'un des plus grands espoirs du MMA français. Comment est-ce que c'est possible que l'UFC ait décidé de se priver de lui, malgré en plus de cela le soutien incroyable dont il bénéficie sur les réseaux sociaux? Bah, en fait, je pense, hein, après, je ne suis pas à l'UFC. À 77, en plus, on n'a personne en France. Il y avait BSD qui a signé à 77, qui est vite reparti à 70. On a Fares Ziam qui a 70. Ils ont signé Taylor Lapillus à 61. William Gomis à 66, Nassour à 84, Cyril Gann à plus de 93. Donc on voit vraiment qu'à moins de 93, on avait Omar Sy, qui pour moi était un potentiel, et on avait à moins de 77, Abdul. Pourquoi il n'y est pas? Du point de vue sportif, je ne saurais pas dire parce qu'il mérite largement sa place. Il a fait des performances incroyables, notamment l'avant-dernière qui je trouve absolument fabuleuse face à Pépé, un ancien de l'UFC. On le sait, Abdul, c'est un tueur à gages en lutte. Maintenant, c'est peut-être pas le style le plus vendeur au monde. Voilà, c'est un style que l'UFC, même dans les règles, aujourd'hui on le voit dans les règles UFC, ils essayent de reprivilégier le striking. Ils en ont un peu marre de tout ce qui est lutte, collée, amener au sol. Pas... donc je pense que ça peut être lié à ça, de se dire à l'UFC aussi, attention, on va pas mettre toutes nos ceintures, je dis une bêtise, mais on voudrait pas que toutes nos ceintures ou tous nos combats ressemblent à des combats de lutteurs, etc. On a déjà pas mal dans la catégorie des 70, on en a déjà 4 qu'on se profile, Makachev, Dariush, Gamrot. Donc ils veulent peut-être pas se retrouver dans chaque domaine. En 77, on sait qu'on a Covington qui est quand même un gros lutteur. Ils veulent peut-être pas que dans chaque catégorie, tu aies 3 ou 4 profils de ce type. Voilà, c'est peut-être une question de style. Moi, je pense à Anthony Dizzy à un moment donné qui, pour moi, du point de vue de performance sportive, méritait largement sa place à l'UFC. Il n'a jamais signé à l'UFC. Euh, et je pense que c'était aussi lié à sa manière de combattre, même si elle était hyper efficace dans le domaine du MMA, c'était peut-être pas ce que recherchait l'UFC. Au-delà des absences, Michael, c'est vrai que l'UFC a également dû malheureusement faire face à de nombreux forfaits. Le dernier en date, celui de Zara qui devait affronter Aileen Perez. T'en as parlé, Taylor Lapillus ne sera pas non plus de la partie en raison d'une grosse blessure à la main. Pareil pour Manon Fiorot, dont le combat a justement été reporté à l'UFC 280 en octobre. Et puis même l'adversaire initial de Benoît Saint-Denis a dû être remplacé pour les mêmes raisons. C'est vrai que le sort s'acharne sur cette UFC Paris. Alors, oui, le sort s'acharne. Donc, c'est vrai que c'est une grosse déception. J'oubliais Manon. Manon Fiorot, c'était une grosse déception parce que c'était clairement un combat qui lui ouvrait la porte au titre. Donc, c'était l'avant-dernière marche avant le Graal. Mais Manon, en fait, ça arrivait il y a tellement longtemps, je dirais cette annulation, qu'on l'a oublié, qu'on l'a digéré et surtout, on a déjà mis une nouvelle date. Donc, pour le coup, c'était assimilé. Pour celle de Taylor, c'est quelque chose qui fait mal, moi, de deux points de vue, parce que c'est vraiment un ami. On a commencé à l'UFC ensemble et je trouve que c'était ultra mérité qu'il re-signe à l'UFC. Donc, ça me faisait plaisir de le revoir à l'UFC. Donc, cette blessure, c'est quand même. Bon, il a son contrat et c'est l'essentiel, mais c'est vrai que j'aurais aimé le voir briller en France, à Paris. C'est peut-être pas une occasion qui se. Enfin, elle arrivera sûrement, je pense, une fois par an, mais c'était assez symbolique de se dire j'ai fait le premier UFC à Paris. Je pense qu'il y a une grosse symbolique et voilà, donc je suis vraiment déçu pour Taylor. Pour Zara, j'en parlais de cette annulation, parce que moi, j'avais déjà eu des vents, en fait, vents que l'UFC cherchait une remplaçante pour Zara dans le cas où elle se blesserait, parce qu'ils avaient déjà anticipé le fait qu'elle avait loupé le poids une fois, elle s'était blessée une deuxième fois, et donc du coup ils avaient anticipé et ils cherchaient déjà une remplaçante. Et ça, c'est un bruit qui court depuis 3 semaines. Et moi, Zara, je la connais, et sur les réseaux, en fait, maintenant, il n'y a plus rien qui file. On ne sait pas. C'est la boîte noire. On ne sait pas si elle s'entraîne, on ne sait pas où elle s'entraîne, avec qui elle s'entraîne, comment elle s'entraîne.
Et donc, ça laissait présager que le combat n'allait pas se faire. Alors, je n'ai pas les raisons, je ne m'avance pas sur les raisons, mais des bruits de couloir disaient qu'elle ne serait pas de la partie. Donc, ce n'est pas une grosse surprise pour moi. Ensuite, il y a BSD, l'adversaire de Benoît Saint-Denis, qui se blesse. Évidemment, c'était un gros défi pour lui. Donc, forcément, on perd peut-être en qualité parce que l'adversaire qu'ils lui ont mis en face, c'est clair qu'il n'est pas du même niveau. Mais maintenant, ça sera aussi l'occasion pour Benoît, qui n'a pas eu un cadeau au premier combat, de revenir. On sait aussi que Benoît, il fait son mariage là dans la semaine. Donc, est-ce qu'il a vraiment la tête au combat? Oui, il s'entraîne dur, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'était quand même une préparation assez difficile. Il a eu plein de petites blessures. Là, il est revenu au top, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est peut-être une bonne chose pour lui. Et après, il ne faut pas oublier dans la carte quand même, parce que on dit que la fête est gâchée, mais il nous reste Cyril Gane contre Tuivasa, qui va être un combat magnifique. Tout le monde voit Gane gagner, je vois Cyril Gane gagner, mais attention à Tuivasa qui peut vraiment venir gâcher la fête. On a Nassourdine face à Buckley, c'était quand même un combat de fou. Et enfin, on a quand même eu aussi Charles Jourdan face à Nathaniel Wood. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce fight, mais c'est un combat de dingue que personne n'aurait espéré voir sur la carte à Paris. Vraiment, tout le monde aurait signé pour ce fight en Angleterre. C'est vraiment un combat de dingue. Il ne faut pas oublier qu'on a Whittaker face à Vettori. C'est potentiellement des futurs adversaires pour Nassourdine. On a quand même des gros noms du MMA sur cette carte. On a vraiment une belle carte dans l'ensemble. Donc oui, effectivement, il y a quelques déceptions pour les Français. On n'a pas Doumbé, on n'a pas Zara, on n'a pas Taylor. Mais derrière, on a pu revoir Fares qui re-signe, ça fait plaisir. On a Benoît Saint-Denis qui est là, on a Cyril Gane, on a Nassourdine. Voilà, je pense qu'on a la signature de William Gomis. Bon, voilà, il y a des belles choses. J'aurais tellement aimé voir William Gomis contre Alionaï à l'UFC. Ça aurait été franchement beau. Mais voilà, je suis content. Je suis vraiment content. Non, non, franchement, je pense que ça va être une belle carte. Il faut se réjouir de ce qui se passe. Et pour le coup, là, il faut regarder le verre à moitié plein. Ah, c'est clair, je suis totalement d'accord avec toi et c'est très bien, Mickaël. Tu as absolument anticipé toutes mes prochaines questions. On va y aller étape par étape. Je te propose de parler de la très bonne surprise qui est eh bien comment dire, le fait que Faresiam sera lui aussi bel et bien présent lors de cette UFC Paris. Le Lyonnais, on peut le dire, aura quand même fort à faire. Je sais pas ce que t'en penses parce qu'il affronte Michel Figlac qui est invaincu après 8 combats. Tombeur Dagui Sardari, ex-champion au Cage Warriors. C'est pas un cadeau quand même cet adversaire. Non, c'est pas un cadeau, mais c'est un profil qui peut matcher correctement pour Fares. Moi, je le dis, Fares, je reste un peu sur ma faim sur les performances qu'il a eues. Après, le souci de l'UFC, c'est que quand tu perds, après, tu combats un peu avec la boule au ventre. Ça, faut le savoir. Et Fares, il a souvent eu des lutteurs en face de lui, donc c'était compliqué. Face à Terence McKinney, où on s'attendait à un vrai combat de striker, il a fait une erreur en début de combat qui lui a coûté cher. Là, aujourd'hui, je crois que le fait qu'il soit à un moment donné parti de l'UFC et revenu, il considère vraiment, je pense, dans son mindset, là, j'ai pu discuter avec lui, je pense qu'il est vraiment en train de se dire, OK, j'ai une nouvelle chance et cette fois-ci, je vais tout faire pour la saisir et je vais tout donner. Et donc, je pense qu'on va avoir un Fares 2.0 qui va revenir avec plein de confiance. Et je pense que l'adversaire qu'ils lui ont mis, même s'il est très difficile, sera un profil dans lequel Fares pourra s'exprimer en pied-point. Et j'ai hâte de voir Fares, qui pour moi, son arme reste quand même le pied-point. Et donc, j'ai hâte de voir Fares s'exprimer dans ce domaine, mais entièrement d'accord pour dire que son adversaire est très, très, très dangereux. J'ai envie de parler aussi de Nassourdine Imavov parce que tu fais bien, Michael Lebou, de souligner toute la qualité de la carte et il reste encore des combattants français prestigieux comme encore une fois Nassourdine Imavov qui sera bel et bien présent le 3 septembre qui affronte Joaquin Buckley. Le franco-dagestanais a garanti qu'il allait vraiment tout faire pour offrir du spectacle aux fans. Qu'est-ce que tu penses de son combat? Bah après, Nassour, il a plus rien à prouver. Franchement, ceux qui connaissent pas Nassourdine, bah, une seule chose à leur dire, c'est de regarder ses combats à l'UFC. Le combat qu'il perd à l'UFC dans une décision ultra serrée, c'est un combat, s'il avait duré 30 secondes de plus, il l'aurait gagné. Euh, je pense que c'est vraiment le futur de la catégorie des 84. Je pense qu'actuellement,
il est en passe de se glisser dans le top 5. C'est pour ça que je te dis même que Whittaker, Vettori, c'est potentiellement des futurs adversaires pour lui. J'ai regardé la semaine dernière Costa qui affrontait Rockhold. Je pense aussi que clairement Nassourdine a les armes pour aller battre ces gars-là. Donc Buckley, on le sait, il est hyper dangereux. Maintenant, je pense que Nassourdine a toutes les armes pour faire le nécessaire. Ceux qui ne le connaissent pas, sincèrement, ils passent à côté de quelque chose et je les invite à regarder la précision de sa boxe anglaise et sa capacité à reculer, son coup d'œil. C'est incroyable. C'est un combattant franchement très, 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 très bon. Ah, je prends énormément de plaisir à regarder les combats de Nassourdine. D'ailleurs, peut-être que son combat se retrouverait du coup au préliminaire. Est-ce que c'est logique selon toi ça, Mickaël? Alors, bien sûr, c'est pas encore confirmé, mais à l'heure actuelle, au moment où on parle, c'est le cas. C'est logique pour toi ça? Alors, je sais que souvent, ils aiment mettre un combat féminin dans la main carte. Là, actuellement, je vois aucun combat féminin, je pense. Donc, pour moi, les combats qui ont leur place dans la main carte, c'est facile. On a Cyril Gane contre Tuivasa. En common event, on a Vettori contre Whittaker. C'est imbougeable, on va dire. Ensuite, on a Nathaniel Wood contre Charles Jourdain. Et moi, j'aurais même vu, avant ce combat-là, j'aurais vu Nassourdine contre Buckley. Derrière, on a Benoît Saint-Denis aussi, mais contre son premier adversaire, il avait sa place sur la main carte. C'est vrai que le fait qu'ils aient changé son adversaire, bah, on peut se dire qu'ils descendent dans la carte. On a Taylor aussi, il y a eu une annulation. Donc, clairement, non, je ne comprends pas que Nassour puisse être sur la prélim. Vraiment, j'ai du mal à le comprendre. Autre combattant français à surveiller de très près et tout aussi spectaculaire que Nassourdine, c'est bien sûr Benoît Saint-Denis, hein, qui finalement sera opposé à Gabriel Miranda, le Brésilien qui a signé justement pour l'occasion à l'UFC, après avoir connu une première difficile dans l'organisation chez les poids welter. En plus de cela, en short notice, Benoît va enchaîner un deuxième combat dans sa catégorie de prédilection à 70 kilos. Il y a de quoi être optimiste pour le français. Ouais, bien sûr, il y a de quoi être optimiste. D'ailleurs, sur beaucoup de combats, je le suis. Après, il faut faire attention. Les combattants en face, ce sont des combattants qui s'entraînent, qui sont pas là pour rien. Effectivement, il y a des gens qui sont peut-être plus préparés, qui ont eu plus de temps pour se préparer, etc. Mais attention, faut être vigilant. Maintenant, Benoît, normalement, a toutes les armes ouais, pour briller sur cette UFC et peut-être même aller chercher une performance sur un gars comme ça, je pense. Ouais, tout à fait. Et puis impossible, bien évidemment, d'oublier le combat principal de ce premier événement UFC en France avec Cyril Gane, qui est le combattant français numéro 1 à l'heure actuelle, c'est indéniable, et qui va se mesurer à Tai Tuivasa, un Australien qui cogne très très fort. On sait que Cyril s'est déjà confronté à ce genre de profil en quelque sorte, ou en tout cas des gros punchers à l'UFC. Il en est ressorti presque toujours gagnant, mis à part son title shot contre Francis Ngannou, même si Francis n'a eu recours qu'à son striking dans les deux premiers rounds, et en plus ensuite, c'était plus un profil de lutteur. Enfin, bref, en connaissant le style respectif de Bongamin et de Tai Tuivasa, est-ce qu'on peut s'attendre à un combat facile pour Cyril ou attention, ça risque d'être plus compétitif qu'on le pense? Après, Cyril, il a déjoué tout le monde en pied-point, tu l'as dit. Tous ses adversaires, sans exception, ont été déjoués, tous. Maintenant, Tuivasa, il a une particularité, c'est que c'est un puncher, mais qui avance, qui est très agressif et qui fait un peu du kit ou double. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chez lui, il n'y a vraiment pas de game plan et qu'il ne mesure pas trop l'impact sur sa carrière d'une défaite ou de ce que peut lui coûter le fait de pencher sa tête trop en avant, etc. Et c'est quelqu'un qui encaisse quand même assez bien, Tuivasa. Donc, on le sait, en plus, Cyril Gane, lui, c'est pas non plus un gros puncher, c'est un user, c'est quelqu'un qui va te saper, saper, saper pour faire descendre l'adversaire, et à un moment donné, il va te finir en TKO. Mais en tout cas, oui, Cyril, sur, enfin, le profil type, normalement, il doit s'imposer. Il l'a fait face à des punchers encore plus importants que lui. Je pense à Derek Lewis, l'un des plus gros KO de l'UFC. Maintenant, Tuivasa, il arrive avec quelque chose de nouveau. C'est ce que je dis, c'est que moi, je le sens ultra agressif et peu calculateur, chose que Lewis et Rosenstruck ne font pas. Donc, méfiance quand même à Tuivasa qui peut arriver en se disant je joue la carte du tout pour le tout.
et qui peut venir embêter Cyril, notamment sur les phases de clinch. Merci beaucoup, Mickaël Lebeau, pour ton expertise. Franchement, j'ai adoré. J'aime beaucoup ce que tu fais. N'hésitez pas à jeter un œil à la chaîne YouTube AB Show, où Mickaël Lebeau est en fait l'un des binômes avec AB, tout simplement. Donc n'hésitez pas à leur donner de la force. Et puis dites-nous en commentaire ce que vous attendez de cette UFC Paris. Peut-être même des pronostics, ça pourrait nous intéresser. Encore une fois, Mickaël, un grand merci de ta participation. Je me suis régalé. À la prochaine, peut-être pour une nouvelle interview. Merci à toi en tout cas pour l'invitation. Et pareil, pour ceux qui suivent le IB Show, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne de Ilias MKT. Il y a de la place pour tout le monde. Et ici, on peut tous s'aider, c'est sympa.